Salut à tous, épisode 3 avec les Chicago Bulls. On est toujours en My League sur NBA 2K23 et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a eu un petit lifting sur la face de l'équipe, puisque on a accueilli Miles Turner, on est à 9 victoires, 5 défaites, rien de significatif en fait, on va beaucoup avancer dans cet épisode-là. On a donc changé de pivot titulaire, considérant que la situation contractuelle de Vucevic ainsi que son âge avait nécessité de peut-être anticiper quelque chose. Miles Turner qui s'avère être, de toute façon on n'est pas vraiment surpris, une très très belle pioche et notamment dans la dissuasion. Alors on sait que la faiblesse parfois de Turner peut être le rebond, mais après sinon c'est vrai que c'est un joueur qui est très très précieux. Jae Crowder est également une recrue récente, puisqu'il a voulu quitter les Suns. Donc à partir de là, on a sauté sur l'occasion. On a envoyé le petit White, Kobe White, du côté de Phoenix. Et voilà, c'est parti pour un bon nombre de matchs. Je crois qu'on va aller jusqu'au 44e match de la saison régulière dans cet épisode. Donc ça va beaucoup avancer. On va avoir vraiment une idée ici de la manière dont cette équipe peut se comporter en saison régulière dans cette partie. Les Pelicans, c'est une équipe qui peut être assez excitante. Vous avez probablement, comme moi, vu l'autre jour, la magnifique victoire dans le sillage d'un super Zion de ces Pelicans du côté des Nets, où honnêtement ça a été une boucherie. Et puis il faut pas oublier chez ces Pelicans l'immense valeur, outre Ingram bien sûr, l'immense valeur de quelqu'un comme Valanciunas qui apporte pas mal dans la raquette. Bref, c'est un joli défi en fait que d'affronter ces Pels. Alors nous, on essaie de dérouler tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que Drummond, quand il est sur le terrain, on essaye de l'exploiter avec notamment de jolis écrans, des coupes vers le cercle. Et puis on a aussi toute la classe de DeMar DeRozan. On a Zach LaVine dans le même registre qui est capable d'artiller tant que possible. Puis la défense commence à se mettre en place ici avec des paniers faciles du coup en contre-attaque. Voilà, c'est vraiment sympathique la manière dont cette équipe se met en place. Voilà, on sécurise encore ici un rebond avec Miles Turner. Dans la foulée, Caruso pour Derrick Jones. C'est vrai que j'ai un petit questionnement à ce moment-là qui est autour de l'utilisation de Javonte Green, de Derrick Jones. Alors là, Jones joue parce que Crowder est blessé pour une très très courte période et j'étais obligé de le sortir de la rotation avancée, mais globalement, voilà, ici, DeMar DeRozan s'était bouché. On va y aller au cercle, en profitant d'un joli écran. Allez, bam. Il est explosif, DeMar DeRozan, il est phénoménal. Ça a été, mis à part une adresse catastrophique à 3 points, mais ce ne sera pas tout le temps le cas, loin de là. Vous allez voir, ça va se réguler à des moments. Ça aurait été une relative boucherie, avec notamment une pression défensive assez intéressante. Donc, parfait. C'est une petite victoire bien sympathique dans laquelle seuls Zion et Valanciunas auront vraiment existé dans le camp d'en face. Pour notre part, on aura même eu le luxe de faire tourner en fin de match. Allez, on continue. Donc le Magic est une équipe qui a priori tank, même si je sais pas en fait, avec Banchero, avec Anthony, avec quelques joueurs comme ça qui peuvent être assez intéressants aux dents longues. Est-ce que la saison pourrait prendre une autre tournure que ça ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas à exclure en fait d'avoir une bonne surprise du côté d'Orlando. Vous voyez, on se fait aussi taper par les Celtics. Taper joliment, avec encore une fois Tatum et Brown qui étalent toute leur supériorité. Dans la foulée, on se refait face aux Milwaukee Bucks avec là encore
un match pas serré du tout. Énorme match de DeRozan. Ok, on continue. OKC se présente. Bon bah là, il n'y a pas vraiment de photos. On n'a pas laissé la moindre chance. 130 à 95. C'est assez impressionnant. Ah, retour de Jay Crowder. Juste avant d'aller jouer le Jazz. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va rendre à Crowder ses minutes. Voilà. Au passage, ça permet d'avoir de nouveau un aperçu sur la rotation avancée. Crowder, je lui donne environ une vingtaine de minutes. En essayant de préserver quelques toutes petites minutes pour Derrick Jones. C'est plutôt Javonte Green qui fait les frais dans la rotation, qui fait les frais de l'arrivée de Jay Crowder, mais en fait c'est parce que il m'avait fait une impression assez désastreuse dès le départ, et peut-être le côté sous-dimensionné de Javonte Green, ainsi que sa relative softitude, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'homme. En plus, on peut même pas dire que... non, on peut pas dire qu'il soit vraiment complémentaire de ce qu'il y a autour. Donc je suis pas vraiment convaincu. Et donc j'envisage un transfert pour lui. Maintenant, il faut juste que j'arrive à trouver quelque chose qui paraît propre. Vu une énorme victoire là, juste à l'instant, sur Phoenix, suivi d'une courte défaite contre les Warriors, avec Curry en mode superstar. Lavine qui a essayé de faire son show, mais ça n'a pas suffi. Allez, les Kings maintenant, on est le 4 décembre. Les Kings, ça va, c'est une victoire qui est relativement prise. Les Kings font partie du wagon d'équipe à l'ouest dans cette partie qui a tendance finalement à tanker. Donc à surveiller. Hawks, Celtics, Bulls, pour le moment Nets, Heat, Cavaliers, Bucks, Sixers. Je dirais que le top 8 est là. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le top 8. Il y a peut-être juste l'ordre qui peut nous surprendre, mais c'est un peu ce qu'on attend à l'Est pour le moment, là, au bout d'un petit peu plus de 20 matchs. Allez, on continue un peu avec une défaite contre Dallas, avant de croiser le fer avec les Hawks. Alors oui, Dallas, c'est pas mal. Dallas, c'est quand même un des meilleurs bilans de l'Ouest à ce stade-là. Donc, on peut comprendre que ce soit délicat avec Doncic qui a des moyennes juste affolantes. Il est pas loin du triple-double de moyenne au bout d'une quarantaine de matchs, en fait, Doncic, si je me projette un tout petit peu plus loin. Voilà, ensuite, donc, c'est un duel intéressant face aux Hawks qui sont un petit peu mieux classés que nous, avec cette petite attelage intéressant, Trae Young, Dejounte Murray, et puis toujours un petit peu aussi d'incertitude dans la raquette. C'est-à-dire que Capella, ça fait quand même du drôle de boulot en termes de rebond, de dissuasion par exemple, de pose d'écran, et John Collins, c'est peut-être plus mitigé parce qu'il est assez brillant offensivement, alors qu'on aperçoit que Lonzo Ball sur ses stats pour le moment est plus un joueur d'équipe que quelqu'un qui joue pour sa pomme, mais c'est tout à fait ce que je lui colle comme étiquette. De toute façon, pour moi, Lonzo Ball doit être un facilitateur de jeu. Regardez, Dejounte Murray qui tout de suite se signale en provoquant un écran mobile. Allez, ici, on a les petits systèmes qu'on se permet d'exécuter par moments, c'est amusant. Il y a DeMar DeRozan comme ça qui sort d'un écran alors que Turner était en possession de la balle. On peut jouer de multiples façons. On a évidemment Williams ici qui était pris. Du coup, on redonne à Lonzo Ball. Il faut dire que la défense de Trae Young peut être totalement une cible pour nous dès qu'on joue face à Atlanta. Ici également une action dans laquelle, vous l'avez vu, Patrick Williams s'écarte juste après avoir posé son écran. Donc voilà, du jeu plutôt propre pour le moment. Ah oui, et puis par contre, sinon il faut essayer de ne pas mordre dans les feintes comme ça a été le cas ici. Après c'est très très bien joué, voilà, Capella qui pose, Ball en retard, je suis obligé de suivre avec Turner, mais du coup là il fallait se rabattre, voyez-vous.
Il fallait se rabattre sur Capella parce que Trae Young a très très bien donné à l'intérieur. Voilà, donc voilà, ce sont des séquences sur lesquelles on a envie de progresser défensivement. Ça viendra, je le sais. Crowder, pas mal, voilà. Super Crowder. On a vraiment quelqu'un ici qui est très très efficace, même si derrière le shoot à 3 points n'est pas rentré à l'angle 0 pour Lonzo Ball, mais Crowder, moi je trouve, apporte beaucoup sur les minutes sur lesquelles on le fait jouer. Ici, on a Miles Turner qui s'arrache pour contrer. Il a fort à faire, faut dire, avec quelqu'un comme Capella en face. John Collins, magnifique sur le alley-oop. Donc c'est un match qui est quand même difficile, même si on était bien rentré dedans. Match délicat, il faut pas hésiter, voilà. Ici à retrouver le poseur d'écran vers le cercle. DeMar DeRozan qui a la balle. Et ben voilà, on peut essayer avec Miles Turner. Bravo. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Il est capable de faire de drôles de choses. Et vous voyez, en fait, en ce fin de deuxième et donc début de troisième, il y a quand même un petit écart au score qui commence à se faire. Même si voilà, les Hawks résistent avec ici un panier relativement pas loin de miraculeux pour DeJounte Murray. On résiste bien. N1 pour Murray qui décidément enchaîne. Magnifique ici, provoque la faute de Zach LaVine. J'ai moins de problèmes de faute que ce que j'en avais à un moment donné. Il faut dire que le petit ajustement de paramètres dont j'avais parlé a fonctionné. Donc on a baissé en quelque sorte la fréquence de fautes provoquées lors des pénétrations de l'IA. Voilà, c'est un peu ça qui a été fait. Dosunmu ne démérite pas, même s'il a un temps de jeu pour le moment qui est relativement faible dans ma rotation à ce stade. On verra que par la suite ça va un petit peu évoluer. Caruso, pareil, est capable d'aller retrouver Dédé Drummond quand ce dernier est sur le terrain. Bref, il y a un moment donné où on va quand même prendre le large. Et Lonzo Ball ici, voilà, qui pique la balle à DeJounte Murray. On est pas mal du tout sur contre-attaque. Après, j'ai pas énormément de séquences qui se proposent sur des contre-attaques comme celles qu'on vient de voir. Mais voilà, face à la défense des Hawks, il y a quand même plus d'opportunités, puisque le repli défensif n'est pas réellement assuré. On a shooté à 50% à 3 points, mine de rien, là, sur un bon volume de shoot. Donc, ça va, il va falloir le garder en mémoire. Il y a des hauts et des bas sur l'adresse, ça c'est logique. Et là, c'était plutôt un moment avec. Ce qu'on notera, c'est que les Hawks, à ce moment-là, avec la blessure de DeAndre Hunter, ont tendance à faire jouer A.J. Griffin en poste 3, starter. Bon, donc ça c'est quelque chose... je suis pas certain qu'on voit ça dans la réalité. J'aurais plutôt pensé à Johnson, mais bon, pourquoi pas. Dans la foulée, les Knicks... les Knicks, c'est un sujet, parce que c'est une équipe, à titre perso, que je vois pas hyper bien se comporter cette saison. Tiens, on croise la route à ce moment-là des Minnesota Timberwolves pour une défaite. Bon, après, c'est serré entre Minnesota et Chicago, donc on peut les retaper la fois d'après. Il n'y a pas de vraie différence entre les deux. Par contre, une équipe aussi qui me déçoit là, c'est le Heat. Après un bon début de saison, je trouve qu'ils ont tendance à plonger un petit peu au classement dans cette partie. Vous voyez, hormis Butler, Adebayo et un petit peu Tyler Hero, il n'y avait pas réellement de troisième option dans ce match-là. Pendant que DeRozan s'est régalé et a fait la chanson à tout le monde avec 43 points. On retrouve les Hawks quelques jours plus tard pour une entrée en jeu cette fois-ci après Simcast. Les Hawks, c'est une équipe que je cible un petit peu comme dans la zone de Chicago par rapport au futur classement de l'Est. Donc je joue ce match. Zach LaVine au lancer franc pour un 32e point. Voilà, on est donc sur du très très bon Zach LaVine. Encore une fois, de toute façon, vous allez voir, il réalise une saison de dingo. La saison de LaVine, c'est quelque chose.
si le mec se blesse pas, il va être All-Star, bien sûr. Et peut-être même qu'il intégrera un des... on va dire par exemple un 3e 5 ou quelque chose comme ça, tellement ce qu'il fait là dans la partie est vraiment phénoménal. Lonzo Ball, on pourrait presque en dire autant d'ailleurs de DeRozan. Hein. On a vraiment 2 armes offensives capitales. Allez, Zach LaVine ici, sur une sortie d'écran. Voilà, en plus les timings de shoot pour le joueur humain sont très très agréables avec Zach LaVine. Et ça lâche au bon moment, ça rentre relativement bien. Donc on est sur une fin de match plutôt serrée, hein, donc il faut faire gaffe. Je fais gaffe au cut. Moi je suis resté sur Dejounte Murray là en fait, et vous voyez Lonzo Ball qui contre Trae Young, ça c'est essentiel. Petit mot d'ailleurs du coup au passage sur Lonzo Ball, hein, donc qui ne démarre pas la saison IRL, hein, malheureusement, avec une blessure. De toute façon il s'est fait opérer là, il a été réopéré au moment du camp d'entraînement, et donc il y en a pour un certain nombre de semaines. J'ai bien peur que ça n'impacte les Bulls, hein, parce que tout comme tout un tas d'équipes, cette équipe des Bulls, elle peut pas se permettre réellement d'avoir trop de blessures, sinon ça sera rapidement la cata. On est dans le fall game, vous voyez, de cette fin de match, il faut rentrer les lancers. LaVine, Turner, tout le monde a fait son petit passage sur la ligne des lancers pour une victoire finalement arrachée, mais qui va compter celle-là. Elle va compter. Toutes les victoires comme ça entre rivaux de l'Est pour le haut du classement vont vraiment toutes compter. Je m'applique par moment à rentrer en jeu, et puis à d'autres moments je laisse faire, parce qu'après tout il faut quand même qu'il y ait une majorité de simulation si on va avoir un résultat plutôt en réalisme voulu par le jeu, on va dire. Les Knicks, les Knicks, je trouve que on les bat 3 fois en 8 jours. Les Knicks, une équipe où je trouve assez regrettable que par exemple là dans cette partie Cam Reddish n'a pas de temps de jeu. Vous voyez, il est là, n'est pas rentré en jeu, Reddish. La rotation de Thibodeau là pour le coup est assez moyenne, je trouve. Fait un petit peu de la peine. Du coup je songe à peut-être attaquer le dossier Reddish. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, pas avec les Bulls, hein. Mais pour moi c'est un joueur qui doit trouver un spot dans une franchise qui puisse lui donner les minutes qu'il a et lui offrir la possibilité de progresser comme il le doit. On est à 23 victoires, 9 défaites, et si on regarde un petit peu plus dans le détail, dans le fond de cette conférence Est, vous voyez, il y a plusieurs équipes qui sont en bataille pour le tanking, hein. Detroit, Charlotte, Orlando, Washington, Knicks, donc. Et ça répond en face à d'autres équipes qui tankent, comme c'est pas possible, comme les Kings, les Spurs et les Rockets. Voilà essentiellement les principaux tankers. Donc la course à Wembanyama est lancée. Ici aussi. En tout cas, ça ne nous concerne pas avec les Bulls, mais je ferai un petit point sur la situation à la fin de la vidéo, parce que ça reste quand même un vrai sujet, hein. Qui va arriver à choper Victor Wembanyama à l'été 2023? Pour le coup, ça, c'est quand même pas anodin. Alors, on rentre aussi en jeu ici à 5 minutes de la fin du 4e quart contre les Bucks. On mène de 5, donc c'est un match que j'ai envie de disputer, parce que je veux voir si on est capable de le conserver ou pas. Alors, ce qu'on va sentir en fait, c'est plus d'intensité défensive évidemment de la part de cette équipe des Bucks, plus d'intensité défensive qui se matérialise par des shoots qui paraissaient ouverts et qui en fait s'avèrent pas du tout ouverts. Alors entre les shoots qu'on rate pour la pression défensive et ceux qu'on va rater juste parce qu'on n'a pas le bon timing, quelques petites pertes de balles à l'image de cet écran sur lequel Turner a été sanctionné, ça nous fait finalement une situation difficile. Et là ça dévisse aussi pour Turner, alors que souvent ce shoot là rentre. On n'arrive pas en plus à se replier. C'est Antetokounmpo qui a non seulement le temps de prendre le rebond, mais va terminer
très très facilement au cercle. Bref, le match ne se termine pas exactement de la manière dont on pouvait l'espérer, surtout qu'on est rentré avec de l'avance. Donc voilà, cette équipe des Bucks, que j'ai pas encore beaucoup proposé en vidéo. Donc vous voyez ici la dinguerie hein, de Giannis. Hein. De toute façon, est-ce qu'on est vraiment surpris? Ben non. Antetokounmpo, c'est juste exceptionnel et inarrêtable. Allez, Caruso, peut-être, pour nous relancer, oui, bravo. C'est rentré pour Alex Caruso. On est à 1 point. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais non. Malheureusement, la faute a été sifflée sur Caruso, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec Giannis au lancer franc. Eh bien, je peux vous dire que Giannis, il a bien progressé au lancer. C'est comme ce qu'on voit dans la réalité, c'est-à-dire que il est plus aussi erratique sur la ligne de réparation. Ça en fait quelque chose d'encore plus délicat à gérer. Allez, c'est pour Patrick Williams. À 3 points, bravo, swish. 116-115, on est repassé devant. C'est un match très très serré là. Hein. Qui peut arrêter Giannis? Oh là 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 là. J'ai essayé de lui mettre Patrick Williams, mais sinon il faudrait faire rentrer Jay Crowder. Il faut arriver à trouver le Giannis stopper, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, hein, ici j'ai décalé un peu et j'ai fait rentrer les deux là pour pouvoir se relayer. Rien ne change, absolument rien. Giannis continue à aller au cercle, mais strictement comme il le veut. Donc s'il y a une limite en fait dans mon effectif là, eh bien c'est à mon avis face... Ah là là, quel dommage d'avoir dévissé ce shoot pour DeMar DeRozan. Bon après voilà, on arrive à piquer la balle, on va avoir peut-être une deuxième chance. Il va falloir poser un écran, regardez Lonzo Ball. Ah là 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 là. Au moment où on s'apprêtait à jouer et essayer de revenir au score, encore une fois Turner sifflé sur un écran illégal. Bon, bah voilà, on a compris. La sentence, c'est que les Bucks, c'était un petit peu plus fort que nous sur ce match-là. La faute notamment à Antetokounmpo de gala à la fin de match, et nous on n'a pas de stopper pour ce joueur-là. Voilà, donc c'est pour moi la faiblesse principale si on veut regarder loin et que cette équipe des Bulls ne dispose, bah, je dirais, d'aucun stopper pour ce joueur qui est quand même un profil particulier en NBA. On peut arriver à défendre sur beaucoup de joueurs, mais pas sur Antetokounmpo dignement. Surtout parce que dans le jeu, c'est rigolo, dans les fins de match, Antetokounmpo il prend la balle et il va tout droit, quoi. Et il provoque, et souvent c'est N1. Donc, à supposer que ces Bulls n'aient pas beaucoup de blessés, ou n'aient pas de blessés majeurs, Antetokounmpo restera toujours un problème. Donc finalement, il faut croiser les doigts pour ne pas le croiser. Voilà, tout simplement. Petit enchaînement là de matchs contre des équipes assez dangereuses. Donovan Mitchell a brillé, mais la victoire est pour les Bulls, notamment avec 48 points de Zach LaVine. Donc c'est 2 fois d'affilée qu'on tape les Cavs. Les Nets représentent-ils une forme de problème pour nous? Bah écoutez, le mieux, c'est de le regarder en jouant le match, ce que j'ai fait. Donc on est à 27-10 à ce moment-là. 37 matchs joués. Un très très bon classement en haut de l'Est, hein, nettement. Et derrière, Brooklyn n'est qu'à 6 matchs derrière nous. Donc rien de fait. Rien de fait, il reste encore plus d'une moitié de saison. 29,5 points, 8-6 rebonds, presque 5 passes, avec un bon pourcentage au shoot. Alors sur des cas comme ça, j'ai tendance à... Je mets Caruso en défense sur Irving. Comme ça, quand Ball est sur le terrain, c'est Ball qui s'en occupe. Et sinon, c'est Caruso qui va être chargé d'y aller. Et puis on va demander au pauvre Patrick Williams de s'occuper du cas Kevin Durant, en espérant que ce dernier ne fasse pas des dingueries. Vous avez vu, j'ai resitué Ben Simmons. C'est pas moi qui m'occupe des Nets, hein, mais j'ai juste fait un truc qui me paraît être du bon sens. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le pensais avant la saison. Ça fait des années que je le pense. Je pense que Ben Simmons
son rôle doit être celui, pareil, d'un facilitateur de jeu et non pas d'un meneur strict. Voilà. Ce qui fait à Irving se débarrasser plus de la balle si Simmons doit l'avoir. Bref, je trouve pas que ce soit opportun. Je pense que Ben Simmons peut apporter d'une manière un petit peu plus efficace. Dommage, ça Davis. Rebond pour Kyrie. Donc moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai modifié son poste. Voilà. Je l'ai mis ailier fort en premier pour que dans la rotation des Nets, il y ait un petit peu plus de taille et que les choses soient, à mon sens, mieux réparties. Très joliment joué pour Patrick Williams. Jay Crowder qui pose un écran et qui va comme ça également y aller de son petit 3 points. En fait, sur le poste 4, j'ai 2 mecs quasiment interchangeables, Crowder et Williams. Et ça me convient totalement parce que ce sont plutôt de bons défenseurs. Ils sont relativement athlétiques, surtout Williams. Et l'adresse à 3 points n'est vraiment pas mauvaise. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez encore une séquence ici où Jay Crowder éclate tout. Donc voilà, beaucoup de satisfaction avec ces joueurs-là. Ici, Thomas qui se fait contrer par Dédé Drummond pour valider un premier quart-temps de grande qualité pour nous. Ici, Caruso, voilà, capable d'y aller toujours de ses petites inspirations. En face, il y a 2 visages. C'est marrant, hein. Ces Nets ont 2 visages. Vous avez des séquences sur lesquelles Kevin Durant et Kyrie sont sur le terrain. À ce moment-là, on est sur des séquences qui sont difficiles à défendre. Et puis vous avez d'autres moments où ils ouvrent le banc. Ici, c'est Demar qui y va, voilà, dans un registre aussi un peu différent, mais qu'il est capable d'avoir. Il y a beaucoup de registres offensifs différents de DeRozan. Il a tendance à exceller un petit peu dans tous. Et donc il y a ce double visage, voilà, des Nets. Quand ils ouvrent le banc, c'est un petit peu la Bérésina. Ils prennent un impact au score. Et puis sinon, avec Durant et Irving sur le terrain, mais il faut juste un peu se méfier. Regardez, ici Miles Turner qui vient contrer Kyrie Irving en couverture de cercle. Williams qui continue à se régaler sur les pick and pop. Kyrie, bon voilà, c'est naïf là mon grand. Faut pas tenter ça. T'as Miles Turner en face de toi. Il fait que t'attendre. Et derrière, voilà, hop, la contre-attaque, le jeu rapide, faute de Ben Simmons qui, du coup, passe un peu à côté de son match. Tout simplement comme ces Nets là, qui n'ont pas vraiment de plan de jeu. C'est souvent un peu sur l'exploit individuel qu'on va compter. Nous, on va donc après un peu ouvrir le banc, peu à peu. Voilà, regardez, ici le petit alley-oop de Dosunmu pour Dédé Drummond. Tranquille. Vraiment tranquille. On déroule nos petites séquences. Ici, démarre DeRozan, ça fonctionne pas. Bon, écoutez, on va réouvrir derrière à Miles Turner. Il n'a pas été suivi. Pareil ici, balle à Dédé Drummond. On peut même s'amuser à enfoncer Claxton sous le cercle. Bref, c'est sur plusieurs niveaux qu'on a la supériorité, et notamment dans la raquette. Vraiment, une raquette des Nets faible. Et pas mal de dissuasion de notre côté, très très peu du leur. Bref, ça fait une vraie orgie offensive à 55% à 3 points également. Donc on a dominé dedans, on a dominé extérieurement. Bref, ça a été un match très très abouti. Après, le niveau réel de ces Nets est difficile à cerner. Je peux pas dire que vraiment ce soit un match référence, mais sur certaines actions, oui. Ce sont des actions un petit peu signature, on va dire, de ces Bulls-là dans cette partie-là, avec des jolies couvertures défensives, du bloc en veux-tu en voilà, les 14 contres de Miles Turner sur ce match-là, triple-double par les contres. Le collectif toujours pour Lonzo Ball qui fait 1 milliard de passes. En face, seul Kevin Durant
aura résisté. Allez, on regarde après ce que ça peut donner contre les Sixers. Sixers qui nous battent avec en plus la perte d'un joueur pour un petit moment. C'est Alex Caruso qui va nous manquer. Il s'est blessé ici contre les Sixers. On voit Harden a fait un très gros match. Embiid, ok, tout va bien. Maxi n'a pas été vraiment dans ses retranchements pour faire un gros match. Ils ont gagné quand même. Et chez nous, il y a eu seulement la résistance des deux scoreurs habituels. Bon, ça pose des questions en fait, cette blessure de Caruso, parce que 6 à 8 semaines, c'est quand même pas anecdotique. Ça veut dire que le mec va manquer grosso modo pendant 2 mois. Et du coup, ça me demande de réorganiser. Puis par contre, ça résout un petit problème que j'avais. C'était que j'aurais bien aimé donner des minutes à Goran Dragic. Et jusque-là, c'était un petit peu impossible. J'avais trop de priorités avant lui. De ce fait, ici, on peut maintenir Goran Dragic avec un temps de jeu correct. En vertu de son overall à 74, 15 minutes, je trouve que c'est très correct. Et puis Dosunmu, du coup, hérite de minutes supplémentaires. Je l'ai mis en 2. J'entendais l'autre jour... j'avais fait ça avant, mais j'entendais l'autre jour Jacques Monclar qui disait Dosunmu, c'est pas un 1, c'est un 2. Je suis pas très très loin de le penser. Après, il a quand même sa petite taille comme désavantage, mais c'est vrai que Ayo Dosunmu, il faudrait lui trouver son rôle. Pour le moment, c'est pas encore vraiment le cas. Il faut que j'ajuste ça. On va mettre ici Jay Crowder dans l'entrée de jeu face aux Celtics. Jay Crowder sur Jaylen Brown. On va évidemment avoir demandé à Williams de s'occuper de Jason Tatum. Et en fait, cette entrée de jeu ici, par contre, après Simcast, va être délirante. Parce que, vous avez vu, Lavine à 3 points. Williams un peu bloqué. Moi, du coup, on va demander à Ball derrière l'écran. Voilà, 3 points. En fait, on va marquer sur nos 4 ou 5 premières possessions, ce qui va complètement tuer le match ici. Ici, hop, Lavine hérite du ballon. Pénétration, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Face à Malcolm Brogdon, Lavine n'a aucun complexe à nourrir, surtout que la protection de cercle de Robert Williams n'a pas été réellement là. Allez, démarre DeRozan pour appeler l'écran de Turner. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Turner, bien sûr? Il va s'écarter. Swish, là encore. Cette équipe des Bulls, quand elle commence à avoir un peu de réussite, est inarrêtable. DeRozan était aussi allé de sa petite pénétration avec dunk spectaculaire. Fin de match parfaitement maîtrisée, contrairement à celle face aux Bucks. Et on continue. Wizards maîtrisé de 20 points. Et puis on s'aperçoit comme ça que Bill Porzingis, Kuzma, avec maintenant Terry Rozier, vous savez pourquoi. Si vous avez regardé mon épisode Minnesota, Lavine, DeRozan encore. En fait, je me demande à ce stade-là quelle est la moyenne de Zach Lavine, tellement je n'arrête pas de le voir mettre des cartons. Et je pense qu'il est effectivement aux alentours des 30 points de mémoire. Zach Lavine, 30 points de moyenne. Il est largement parti pour être All-Star. DeRozan aussi. Donc finalement, l'absence d'une troisième option comme Vucevic ne se fait absolument pas sentir. Dosunmu, tiens voilà, j'en parlais tout à l'heure. Il est à 12 minutes 5, une adresse average, une contribution hyper modeste, mais c'est normal, c'est pas lui qui a les clés en fait. Lui, il est juste pour l'instant en complément. Par contre, il faut penser aussi à l'éventuelle blessure de Lonzo Ball. Donc, je préfère couvrir mes arrières. Et étant donné qu'il est d'accord pour re-signer Ayo Dosunmu, on va lui proposer plus ou moins l'argent qu'il demande pour le prolonger 2 années. On n'a pas vraiment le choix de faire autre chose que 2 années en progressif, donc c'est pas grave. On va lui proposer 2 années, essayer de le satisfaire au niveau de l'argent. On va lui donner 11 millions l'année suivante, ainsi que 11,55 sur l'année encore après. Ça paraît peut-être beaucoup pour le rôle qu'il a là, mais
ça peut aussi s'avérer être une monnaie d'échange le jour où il faut bouleverser un peu l'effectif pour recruter le successeur de DeRozan, par exemple. Hein, parce que DeMar DeRozan va lui rester qu'une seule année. Il aura 34 ans l'année d'après. Donc le spot pour ces Bulls, et puis j'espère re-signer Turner, mais je pense que j'y arriverai. Le spot pour ces Bulls, il est assez réduit. Hein. Il y a une fenêtre qui n'est pas éternelle. C'est vraiment lié à l'âge de DeRozan, parce que sinon, pour le reste, l'essentiel des très bons joueurs, j'essaie aussi de prolonger Crowder. Hein. Quand ce sera faisable, je le prolongerai. Je pense qu'on va le garder. Et puis après, il va y avoir comme ça quelques joueurs qui nous quitteront. À mon avis, je trouverai une solution pour Javonte Green avant la trade deadline, en fait. Hein. Un mot sur Dalen Terry et sa taille relativement respectable. J'espère le voir un petit peu progresser. C'est pas tellement le cas jusque-là. Donc on va suivre ça de près. Quitte à lui donner parfois des minutes. Je vais essayer. En tout cas, il est en entraînement très très intensif. Tiens, encore un match remporté ici. C'est le dernier de cet épisode. Je vous avais dit qu'on allait à 44. On est donc à 33 victoires et 11 défaites. Ce qui veut dire qu'on a pris 80% de victoires sur cet épisode-là, sur 30 matchs. Donc c'est un bilan exceptionnel. À voir un peu comment les choses peuvent se passer par la suite. Quand on regarde le détail de l'Est, c'est vers ça donc Philadelphie, Cleveland, Boston, Atlanta, Milwaukee. Donc ça va, tout ça, ça suit dans le bon wagon. Derrière ces 6-là, Toronto est pas mal vis-à-vis des Bucks, c'est à égalité. Miami s'accroche, Brooklyn à la lutte. Puis derrière, il y a tout un tas d'équipes. Alors c'est justement ce sur quoi je vais parler là tout de suite. Detroit, Charlotte, New York, Orlando se tiennent dans un mouchoir de poche et sont en lutte avec l'Ouest, avec les équipes faibles de l'Ouest, comme je parlais tout à l'heure. Et il y a une équipe, c'est les Pacers. Vous savez que je m'occupe de cette équipe de manière passive depuis le début de saison. Sauf que il y a un petit problème, si j'ose dire, avec cette équipe-là. C'est que elle s'avère un petit peu avec un bilan trop fort pour pouvoir décemment tanker. Les Pacers là sont vraiment plus forts que les équipes du fond de l'Est. Hein. Et il y a notamment l'émergence de Benedict Mathurin qui est déjà réel, alors que le gars n'est passé que de 74 à 75, mais en fait il a vraiment beaucoup de valeur. Entre-temps, Theis s'était blessé et Asia Jackson également, ce qui veut dire qu'on est un peu dépeuplé à l'intérieur. J'ai même dû décaler Smith, transfuge de Phoenix. Jalen Smith est du coup au poste 5 avec Bitadze pour partager les minutes. Du coup, Brissett et Taylor, qui sont deux joueurs sur lesquels on peut avoir un œil, se partagent les minutes au poste 4. Vous l'avez compris, en fait, poste 4 et 5, on est un petit peu en difficulté, alors qu'il y a une véritable jolie abondance sur les extérieurs. Et bon, c'est intéressant dans le sillage de Tyrese Haliburton, qui sera éligible à une extension dès l'été 2023. Je pense qu'évidemment, il faudra la lui proposer, si en tout cas le gars est ouvert à la prolongation. On sait que c'est pas exactement toujours le cas sur NBA 2K en My League. Les mecs sont pas toujours ouverts à la prolongation, même si je lui file le max. C'est pas forcément dit qu'il l'accepte. Il y a une vraie marge encore, faible, mais à mon avis, il y a encore un point à aller gratter pour monter à 86. Bon, en tout cas, Haliburton, c'est intéressant. Vous savez que dans le trade à 3, Vucevic-Turner, on avait hérité de Russell Westbrook, qui, ma foi, en sortie de banc, fait du boulot. Ok. Mathurin, j'en ai parlé juste avant, donc il lui reste encore un polygone de développement assez phénoménal. Le gars va devenir un monstre. Si ça continue à se développer comme ceci, on va avoir une alliance Mathurin-Haliburton qui va être démente. Donc ce à quoi il faut penser, c'est surtout ce qui va se passer sur les autres postes, parce que apparemment de ce côté-là c'est verrouillé. Donc poste de meneur, c'est quelque chose qui paraît réglé. On a Mathurin qui, selon les besoins, pourra jouer soit 2,
soit 3. Parce il a la taille pour jouer poste 3, il n'y a aucun souci. Il est dans sa première année, donc il est dans sa première année du contrat rookie. Donc ce qu'il faut solidifier, ou alors au moins anticiper pour la suite, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec Buddy Hield. Alors moi par exemple, Buddy Hield, très très dernièrement, je l'ai mis en sortie de banc avec Westbrook, parce que je me suis arrêté de tanker en fait avec ces Pacers. En fait c'est simple, c'était soit on procédait à 2-3 mouvements pour affaiblir l'équipe, soit on commençait déjà à s'organiser pour finalement lutter pour le play-in et se dire qu'en fait voilà, on n'aura jamais Wembanyama ni même Scoop là, on l'aura pas. Donc à partir de là, il vaut mieux essayer de penser à la suite. Donc dans cette optique-là, je me suis dit, j'ai fait ce choix. Il était peut-être contestable, on aurait pu plutôt essayer de tanker, mais j'ai fait ce choix de ne pas tanker. Et en me disant que Buddy Hield, du coup, devait être prolongé en lui offrant 2 années supplémentaires. Il en reste une encore sur son contrat là à 20 millions ou un petit peu moins, parce que c'était dégressif le contrat qu'il avait chopé chez les Kings. Mais voilà, Buddy Hield, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut re-signer. On verra à mon avis avec Bitadze, 10 millions c'est beaucoup, mais bon, je suis encore hésitant par rapport à ça. J'aime beaucoup les contributions de Chris Duarte. Je trouve que ce joueur est solide. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Il était un 13e choix 2021. On ne peut que vouloir le conserver. Donc Duarte c'est plus poste 3. Donc ça nous ferait par exemple Haliburton, Mathurin et Duarte. Donc qui serait peut-être un joli attelage 1-2-3. Duarte doit pouvoir prendre encore au moins 2 points d'overall là, c'est évident. Et donc finalement le gros chantier il va porter sur les postes 4 et 5, où on peut se demander un petit peu quel rôle on attribuera à Jalen Smith au final. Jalen Smith a vraiment du potentiel encore. On voit que c'est un rebondeur exceptionnel, avec une taille qui peut lui permettre de jouer 5 en tout cas si on l'estime, et des séquences où il se régale comme ça en combinaison avec Haliburton. Le contrat est hyper modeste, puisque ça avec Jalen Smith n'avait pas été la 4e année rookie n'avait pas été activée par les Suns, et du coup il s'était retrouvé avec des Pacers qui lui proposent un contrat relativement modeste. Belle affaire pour les Pacers. Dans le genre belle affaire, il y a aussi Oshie Brissett qui est pas dégueu. On a même ici un gars qui est capable de stretch ou d'avoir en tout cas un shoot externe. Ici à l'image, il y avait une aide un peu, on va dire, mal sentie de la part de Obi Toppin. Vous voyez sur l'aile là-haut à gauche, à 0 degré, Brissett il attend. La pénétration d'Haliburton provoque une aide de Toppin. Évidemment, on en profite, on ouvre, et derrière c'est ficelle pour Brissett. Je pense que Brissett et Taylor sont pas dégueulasses en fait. Et j'ai envie du coup de conserver. Bon, faut voir. 6, 7 et 210. Bon, 24 ans. On sait qu'à 24 ans, le gars ira jamais au bout de son polygone de potentiel. C'est impossible. Donc, à surveiller. Terry Taylor, c'est encore un petit peu plus prometteur que ne peut l'être Brissett. En plus, c'est un petit peu plus jeune. Donc, en théorie, Taylor pourrait monter plus haut que Brissett. Donc, je suis bien content de lui donner des minutes parce que il faut qu'il ait du temps de jeu. Ça aide à développer même dans le jeu, d'avoir du temps de jeu. Après, on est un peu dévasté actuellement sur poste 5 avec Jackson et Tace blessés. Donc Bitadze se retrouve avec Jalen Smith qu'on a fait monter, mais à voir. Là aussi, Bitadze, possibilité de progression. Il a 23 ans, il y a encore quoi, 2-3 points à prendre au niveau de l'overall. Quelque part, les 10 millions par saison qu'il réclame à l'été pourraient être envisagés. Parce que 10 millions pour un joueur à 77 vers là, je pense que ça peut se payer en sortie de banc. Un Goga Bitadze. Donc voilà un peu les
les pistes pour le moment. En tout cas, j'ai arrêté de tanker avec eux. Un petit peu désolé, mais c'était un petit peu obligatoire de ne plus tanker avec ces Pacers. On aurait pu chercher des solutions pour Buddy Hield et Russ West, par exemple. Mais bon, voilà, je me suis dit que c'était pas forcément des contrats qu'on pouvait refiler. Par contre, il y a des choses que j'ai en ligne de mire. Comme par exemple, je vous parlais en début d'épisode de la mauvaise gestion du côté des Knicks où tout le monde est à la rue. Ça se passe très très mal. L'impact moral est catastrophique par rapport à la saison des Knicks. Les joueurs sont tous dégoûtés. Cam Reddish pourrait être vraiment une pioche, mais pour le moment, on n'a pas de vrai montage pour pouvoir l'acquérir. Donc je ne sais pas tellement comment ça va se passer. En tout cas, en sortie de banc, ce joueur-là, à mon avis, serait très très fort sur les années à venir. Et il y a une autre piste, un petit peu récurrente, pas m'en vouloir, mais du côté d'Orlando aussi, beaucoup de gens sont démoralisés. Et je pense que dans la raquette, quelqu'un comme Mo Bamba pourrait faire un carnage. Et là, par contre, les possibilités de trade sont assez faciles. Reste juste à en trouver un qui puisse être crédible, pas faire n'importe quoi non plus, parce que Orlando est blindé sur les postes 1 et 2 notamment. Ils ont plein de joueurs en fait, Orlando, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie? C'est déjà beaucoup plus difficile à établir à part Banchero ou Wendell Carter, mais sinon, ou Anthony aussi, mais il n'y a pas une hiérarchie très très évidente là-bas, ce qui fait que du coup c'est plus délicat de se dire je vais sacrifier telle pièce pour récupérer tel joueur, pour considérer qu'ils sont quand même gagnants à l'arrivée, eux aussi. Voilà, j'essaie de trouver un truc gagnant-gagnant. On a jusqu'à la trade deadline pour trouver ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à ça que je réfléchis. Et je pense que avec l'ajout comme ça de deux joueurs solides, bons défenseurs, athlétiques, mais pas que, talentueux aussi pour Cam Reddish, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà. On referme donc cet épisode Bulls 3. Les Bulls iront-ils jusqu'au bout en tête de l'Est et ne feront-ils pas une dernière partie de saison catastrophique? C'est ce que je vous propose de voir dès l'épisode 4 dans 2 semaines. Bye bye.